Vous vous tenez à l'ombre de la cathédrale majestueuse, le matin frais de l'Angleterre médiévale. Sur le calendrier, 1236e année, et les rayons du soleil brisent les vitraux, dispersant des motifs arc-en-ciel sur le sol de la pierre froide. L'air est densément imprégné d'encens et de prières tranquilles de la noblesse, rassemblée ici le jour, qui devait devenir la plus joyeuse de la vie d'une jeune femme. Mais si vous regardez attentivement l'entreprise de l'autel, vous remarquerez ce qui fait trembler le sang dans les veines. Ses mains ne tremblent pas d'excitation, mais d'une pure horreur. C'est Éléanène Provence, elle n'a que 13 ans. À côté d'elle se dresse Henri III, le roi d'Angleterre, âgé de 20 ans, et pour elle une personne complètement extraterrestre. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont jamais parlé, elle n'a jamais vu son visage jusqu'à ce qu'il levait son voile. Son enfance s'est terminée au moment même où son père a signé un contrat de mariage. Et maintenant, elle se tient ici, sachant qu'en quelques heures, quelque chose de plus terrible l'attend que toute bataille ou peste. Sa nuit de noces. Ce n'est pas un conte de fées édité de Disney Film ou des drames historiques romantiques. Il s'agit d'une cruelle réalité des mariages royaux médiévaux, où des filles de 13 ans vendues, comme du bétail, à des hommes qui pourraient être leurs pères. Où les moments les plus intimes de la vie d'une femme se sont transformés en performances publiques. Où les nuits de noces n'étaient pas les vacances de l'amour, mais les rituels traumatisants de l'initiation qui pouvaient tuer. Bienvenue dans la vraie histoire de la raison pour laquelle les reines médiévales avaient peur de leur nuit de noces que de mort. Ce ne sont pas seulement des histoires de mariées nerveuses qui ont changé d'avis. Ce sont des histoires d'horreur systématiques, sur des enfants abandonnés dans une vie adulte qu'ils ne pouvaient pas comprendre, sur les jeunes femmes qui savaient que leur nuit de noces pourrait devenir la dernière nuit alors qu'elles s'étaient jamais senties en sécurité. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous souhaitez découvrir les aspects cachés de l'histoire, comme et souscrit à la chaîne. Et assurez-vous d'écrire dans les commentaires d'où vous écoutez. Il est étonnant que nous explorions ces histoires anciennes ensemble, de différentes parties du monde, liées à travers le temps et l'espace de notre curiosité commune au passé. La première chose à comprendre sur les mariages royaux médiévaux est qu'avec l'amour, ils n'avaient rien à faire. Ce ne sont pas des alliances romantiques entre des personnes qui se sont choisies. C'étaient des transactions commerciales, des alliances politiques et des accords de mariage, où les sentiments de la mariée étaient non seulement ignorés, mais pouvaient être dangereux pour sa famille. Imaginez cette réalité. Vous êtes une fille noble, vous avez 10 ou 11 ans, vous jouez avec des poupées ou apprenez à broder lorsque votre père vous appelle dans vos chambres. Il ne vous demande pas votre avis et ne demande pas votre consentement. Il rapporte simplement que vous avez promis un homme que vous n'avez jamais vu dans un pays que vous n'avez jamais visité, pour des raisons que vous êtes trop jeune pour comprendre. Votre enfance est officiellement terminée et rien ne peut être changé. Margaret Bowen a appris cette leçon à l'âge de 6 ans lorsqu'elle a été fiancée à John Deol, fils du duc de Suffolk. À l'âge de 9 ans, la situation politique avait changé et Edmund lui a promis là-bas au lieu du marié précédent. Elle n'avait pas le droit de voter dans aucun de ses mariages. Sa valeur n'a pas été mesurée par l'intelligence, la gentillesse ou les rêves de l'avenir. Sa valeur a été estimée par la terre dont elle héritera, selon les syndicats que son mariage peut renforcer, et surtout, pour les enfants qu'elle peut accoucher. L'influence psychologique de ce système ne peut pas être surestimée. Ces filles ont grandi avec la prise de conscience que leur corps ne leur appartenait pas, que leur avenir a été décidé par les hommes dans des châteaux lointains, et qu'un jour il serait donné à une personne complètement extraterrestre qui recevrait un pouvoir absolu sur leur vie. Ils vivaient dans une anxiété constante, ne sachant jamais quand la commande viendra et quel genre de personne ils devront prendre en tant que mari. Mais le mariage n'était que le début du cauchemar. La vraie horreur a commencé avec la cérémonie de l'Isocalde. La tradition médiévale est si envahissante et traumatisante que selon les normes modernes, elle pourrait être considérée comme une torture. Ce n'était pas un moment privé pour les jeunes mariés. C'était un spectacle public où l'acte de mariage le plus intime s'est transformé en divertissement pour la société. C'est ainsi que cela s'est produit. Après la fête du mariage, la mariée et le marié ont accompagné la foule des invités dans la chambre. Des parents, des amis et parfois complètement excitant la noblesse dans la pièce, en plaisantant grossièrement et distribuant des conseils non invités, tandis que le couple effrayé a été contraint de se déshabiller devant tout le monde. Les invités ont jeté des vêtements dans la pièce, ont fait des commentaires nets sur le corps de la mariée et ont créé une atmosphère de cirque sexuel, transformant ce qui aurait dû être un moment personnel en une représentation publique humiliante. Pour les pères royales, la cérémonie du lit était encore plus envahie.
Étant donné que ces mariages étaient des syndicats politiques, qui coûtent les conditions et les royaumes entiers, il y avait des témoins pour s'assurer que le mariage était correctement commis. Dans certains cas, les invités sont restés dans la pièce pendant l'acte lui-même, en regardant à cause des rideaux ou à l'usure du lit pour confirmer que l'affaire a été faite. La virginité de la mariée, sa douleur, sa peur, ses larmes, tout est devenu une propriété publique. Imaginez que vous avez 13 ans, vous avez déjà peur par un étranger que vous ayez été obligé de vous marier, puis des dizaines d'adultes regardent comment vous êtes dépouillé et préparé pour ce que vous savez, ce sera douloureux et effrayant. Le traumatisme psychologique de ce rituel en soi était destructeur pour ces jeunes filles, mais était considéré comme la norme, même une nécessité pour confirmer la légalité du mariage royal. Les témoins n'étaient pas hors de colère là-bas, bien que les faits soient certainement cruels. Ils étaient là parce que les mariés vierges étaient considérés comme des atouts politiques, et leur test a dû être confirmé afin d'éviter de futurs différends sur l'héritage ou la légalité de la progéniture. Si la reine ne pouvait pas donner naissance à l'héritier ou s'il y avait des doutes sur la paternité de l'enfant, les témoins du lit pourraient témoigner que le mariage était correctement achevé. La blessure de la mariée a été simplement des dommages secondaires dans le système, ce qui a mis la stabilité politique au-dessus de la dignité humaine. Mais peut-être que l'aspect le plus terrible des nuits de noces royales médiévales n'était pas une honte publique et non intimité forcée avec des étrangers. Le plus terrible était la jeunesse des mariées elles-mêmes. Ce ne sont pas des femmes adultes qui prennent des décisions conscientes concernant leur sexualité. C'étaient des enfants, certains des 8 ou 9 ans, qui étaient confrontés à des situations de l'âge adulte, qu'ils ne pouvaient pas comprendre ou à laquelle ils ne pouvaient pas donner leur consentement. La plus jeune reine de l'histoire anglaise, Isabella a connu, épousant le roi Richard II à seulement 8 ans. 8 ans. Essayez d'imaginer une fille de 8 ans aujourd'hui, qui est dit qu'elle épousera un homme adulte et partagera le lit avec lui. L'idée elle-même semblerait monstrueuse. Mais pour la noblesse médiévale, c'était une pratique courante. Éléanore Provence a épousé Henri III à l'âge de 13 ans. Margaret Annonge avait 15 ans lorsqu'elle a été combinée avec un mariage avec Henri V, ainsi que Anna Bohémian, lorsqu'elle est devenue la première épouse de Richard II. Ce ne faisait pas exception. C'était la norme. La valeur politique de ces filles était si élevée que les familles ne pouvaient pas se permettre d'attendre qu'elles soient émotionnellement ou physiquement prêtes pour le mariage. La réalité médicale le rend encore plus terrible. Au Moyen Âge, les filles atteignirent généralement le menarche à environ 16 ans, et pas à 12 ou 30 ans, comme ils le croient souvent aujourd'hui. Cela signifie que beaucoup de ces jeunes mariés ont dû se marier et donner naissance aux héritiers avant même que leur corps ne soit prêt pour la grossesse. Mais cela n'a pas empêché leurs maris, qui ont essayé de réaliser leur, souvent avec des conséquences destructrices. Le cas de Margaret Bower montre vivement l'horreur qui attendait ces jeunes reines. À 12 ans, elle était mariée à Edmund Labat, un homme plus âgé que ses 24 ans de plus. On croyait que les jeunes mariés devraient attendre la maturité physique avant la fin de leur mariage. Mais Edmund ne pouvait pas attendre. Il avait besoin d'accès à l'héritage de Margaret, il avait besoin d'un héritier pour réparer ses droits sur sa terre. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être décrit que comme une violence systématique. Un homme adulte a attaqué à plusieurs reprises une femme de 12 ans, jusqu'à ce qu'elle soit enceinte. Les propres notes de Margaret prises plus tard dans la vie révèlent toute l'horreur de cette expérience. Nuit blanche, peur constante et rage impuissante d'un enfant, qui se retrouve dans un monde étranger d'adultes. Lorsqu'Edmund est mort de la peste moins d'1 an, il a laissé derrière lui une veuve de 13 ans, enceinte de son enfant. Margaret elle-même était encore un enfant au début de la naissance, et le processus l'a presque tuée. Son confesseur a décrit plus tard cela comme un miracle qu'une telle petite fille ait pu accoucher. La blessure de ses clans était si forte que, malgré les 2 mariages ultérieurs, Margaret n'avait plus d'enfant. Son corps a été irréversiblement endommagé par la grossesse, pour laquelle il n'était pas prêt. L'expérience de Margaret n'était pas unique. C'était un résultat prévisible d'un système qui considérait les jeunes filles comme un matériau tribal, et pas comme des gens. Ces jeunes reines entravaient le mariage, sachant qu'elles pouvaient être soumises à la violence, qu'elles pourraient être forcées d'accoucher avant que leur corps ne soit prêt et qu'ils pouvaient mourir dans le processus. Leur peur n'était pas une anxiété irrationnelle. Ce sont des évaluations réalistes des dangers qui les attendaient. Mais le traumatisme physique n'est qu'une partie de l'horreur. L'impact psychologique de ces mariages a créé toute une génération de reines qui vivaient dans une peur constante. Ils n'ont jamais su quand un mari pouvait devenir cruel. Jamais personne qui pouvait faire confiance ou qui pouvait se tourner vers l'aide.
Ils étaient isolés dans des cours étrangères, entourés d'étrangers qui ont vu en eux des atouts politiques, pas des gens. Le système a été créé pour briser ces filles, pour les transformer des enfants indépendants en femmes humbles qui donneront naissance à des héritiers sans question ni plainte. La nuit des noces n'était que le début de la vie, pleine de suppressions systématiques, qui a privé leur personnalité, leur autonomie et leur vie souvent à vie. De plus en plus de ces histoires oubliées, nous comprenons que les craintes des reines médiévales ont touché plus d'une nuit d'horreur. Ils ont compris que la nuit des noces est le début de la vie, où ils ne contrôleront plus jamais leur corps, leurs décisions ou leur sort. La véritable horreur n'était pas seulement ce qui se passait dans la chambre. Il a continué. Lorsque la matinée est arrivée après la première nuit traumatisante, ces jeunes reines ont découvert que leur cauchemar était loin de la fin. La nuit des noces n'était pas un acte d'horreur à un temps. C'était un acte d'ouverture de tout un drame de vie, où chaque nouveau matin a apporté de nouvelles raisons d'avoir peur de ce qui attendait à venir. Imaginez le rituel du matin d'une reine de 13 ans, qui vient de vivre son premier test sexuel devant le public. Elle s'est réveillée blessée, saignante et psychologiquement détruite, uniquement pour être examinée par des médecins judiciaires qui devaient s'assurer qu'elle n'était plus vierge. Sa literie a été vérifiée pour des traces de sang. Son corps a été touché et examiné par des étrangers, et les détails les plus intimes de ses blessures ont été enregistrés dans des documents officiels pour les descendants. Mais cet examen physique n'était que le début du système d'observation, qui contrôlait chaque aspect de sa vie reproductive. Les reines médiévales n'étaient pas seulement des épouses. Ils marchaient utérus, dont la valeur principale était la capacité de donner naissance aux héritiers masculins. Chaque mois, les responsables judiciaires ont suivi leur cycle menstruel. Chaque repas était contrôlé pour des signes de grossesse. Chaque moment de la vie personnelle a envahi l'observation des serviteurs, dont le travail consistait en des rapports sur la fertilité de la reine. La pression pour tomber enceinte tout de suite était insupportable. La reine, qui ne pouvait pas concevoir un enfant au cours de la première année de mariage, a rencontré un murmure d'accusations de sorcellerie, de punition divine ou, pire, de trahison. Les syndicats politiques qui justifiaient sa nuit de noces traumatisant dépendaient de sa capacité à fournir l'héritier, et l'échec signifiait non seulement l'humiliation personnelle, mais aussi le divorce potentiel, l'exil ou la mort. Margaret, qui a épousé Henri V à l'âge de 15 ans, a survécu à 8 ans de mariage avant d'avoir finalement donné naissance à l'héritier. 8 ans de déception mensuelle, les examens des médecins du tribunal, murmurent s'il n'est pas endommagé ou défectueux. Quand elle a finalement donné naissance à Édouard du Worcestershire, le soulagement était si fort qu'elle, selon les rumeurs, a pleuré pendant des heures, non pas de joie, mais de la prise de conscience qu'elle a finalement atteint le but pour lequel elle a été vendue. La réalité médicale de la grossesse médiévale a rendu ces peurs encore plus justifiées. Sans connaissance médicale et assainissement moderne, l'accouchement était en fait une peine mortelle qui seule a réussi à survivre. La mortalité des femmes pendant l'accouchement était incroyablement élevée et les médecins du tribunal se souciaient souvent davantage de la préservation de l'enfant que de leur mère. La vie de la reine était précieuse autant qu'elle pouvait produire des héritiers. Dès que cette fonction a été remplie, sa survie est devenue secondaire par rapport à l'enfant. Éléanore Provence, qui tremblait à l'autel de mariage, a donné naissance à son premier enfant à 16 ans. La naissance a duré 3 jours et elle est presque morte de perte de sang. Mais quelques mois plus tard, elle était à nouveau enceinte, car le besoin politique d'avoir plusieurs héritiers l'emportait sur toute préoccupation concernant sa restauration physique. En conséquence, elle a donné naissance à 5 enfants, et chaque naissance était un test mortel potentiel, qu'elle a accepté avec cette humilité persistante, qui est inhérente à une personne qui comprend que sa vie ne s'appartenait jamais vraiment à lui-même. Le prix psychologique de ce service de reproduction ne peut être réévalué. Ces jeunes reines vivaient une peur constante de la grossesse, sachant que chaque nouvel attachement peut être le dernier pour eux. Ils ont développé des superstitions complexes autour de la fertilité, ont prié les saints pour se protéger, porté des amulettes pour empêcher une fausse couche et obéi à d'étranges procédures médicales, ce qui a plus souvent causé des préjudices que de bien. Certaines reines ont essayé de prendre le contrôle de leur vie reproductive en utilisant des formes primitives de contraception ou de prévenir la grossesse. Mais de telles tentatives ont été considérées comme une trahison de l'État. La reine, qui a délibérément empêché la grossesse, allait en fait à l'encontre de la couronne et des syndicats politiques, qui dépendaient de sa fertilité. Les sanctions pour de telles actions allaient de la prison à l'exécution, selon la situation politique et le caractère du roi.
Mais peut-être l'aspect le plus déprimant de leur position était l'isolement complet dans lequel ils étaient. Ces jeunes reines allaient généralement dans les chantiers des autres, où ils ne connaissaient personne, parlaient d'autres langues et n'avaient ni alliés ni défenseurs. Ils ont été coupés de leur famille, des amis de l'enfance et de tous ceux qui pouvaient fournir un soutien émotionnel dans le processus de transition traumatique vers une vie conjugale. Même la barrière linguistique a créé de nouveaux niveaux de peur. Imaginez que vous avez 13 ans, vous êtes déjà blessé par votre nuit de noces, et soudain, vous comprenez que vous ne pouvez communiquer avec personne. Vous ne pouvez pas exprimer vos peurs, demander de l'aide et même comprendre ce qu'ils attendent de vous. Les serviteurs parlaient la langue de quelqu'un d'autre, les coutumes étaient étrangères et la personne qui contrôlait maintenant votre vie était pratiquement un étranger, comme si une autre planète. Isabella de Valva, la reine de 8 ans, a été envoyée de France en Angleterre sans aucun ami d'enfance. Elle était entourée de courtisans anglais, qui le considéraient comme un miracle politique, et non comme un enfant effrayé. Lorsqu'elle a essayé de préserver les coutumes françaises ou de parler sa langue maternelle, elle a été grondée et obligée de s'adapter aux ordres anglais. Sa personnalité, sa culture, sa conscience de soi ont été systématiquement sélectionnées et remplacées par le fait que la cour anglaise jugeait adaptée à sa reine. La correspondance préservée de ces reines médiévales révèle les profondeurs de leur désespoir. Ils ont écrit sur un tel désir pour la maison qu'elle a causé des douleurs physiques, sur les cauchemars, à cause desquels ils avaient peur de dormir, d'un sentiment constant d'observation et de condamnation de personnes qui ne se soupçonnaient pas de leur bien-être. Leurs lettres à la maison sont pleines de demandes d'aide encodées, de demandes désespérées de voir des visages familiers et des expressions à peine cachées de regrets sur les mariages qui ont détruit leur vie. En vieillissant, beaucoup de ces jeunes reines ont développé ce que nous reconnaissons aujourd'hui des troubles mentaux graves. Ils sont devenus fermés, paranoïaques et profondément suspects pour tout le monde. Certains sont allés dans l'extrémisme religieux, ont passé une horloge dans des prières ou sont allés dans des pèlerinages dangereux comme une forme d'évasion psychologique. D'autres sont devenus puissants et manipulateurs, en utilisant tout petit pouvoir qu'ils ont réussi à préserver afin de compliquer la vie de leurs bourreaux. Les plus tragiques étaient les cas de reines qui ont simplement abandonné complètement. Les archives judiciaires sont décrites par les reines qui ont cessé de manger, refusant de parler, se sont assis immobiles pendant des heures, regardant le vide. Ce ne sont pas des gestes dramatiques ou un désir d'attention. Ce sont des pannes psychologiques de jeunes femmes qui ont survécu à plus de blessures que leur esprit ne pouvait subir. Les craintes des reines médiévales avant la nuit des noces ont touché plus d'une nuit d'horreur. Ils ont compris que cette nuit signifiait le début de la vie, dans laquelle ils ne contrôleraient plus jamais leur corps, leurs décisions ou leur sort. Ils avaient peur d'une nuit de noces, car ils comprenaient intuitivement. Tout ce qui fait d'eux les gens, tout ce qui fait d'eux des personnalités sera systématiquement détruite pour les syndicats politiques, dans la création dont ils n'ont pas participé. Ces reines oubliées sont entrées dans les nuits de noces avec le courage de soldats allant à la bataille, sachant qu'ils ne pourraient pas survivre à cette expérience, et que même s'ils survivent, ils ne seront jamais ceux qui ont traversé l'allée jusqu'à l'autel. Leur crainte n'était pas l'excitation nerveuse des mariés modernes, mais par l'horreur rationnelle des enfants qui ont compris qu'ils allaient sacrifier la nécessité politique à l'autel. La prochaine fois que vous verrez un mariage médiéval dans les films ou à la télévision, rappelez-vous Éléanore Provença, tremblant à l'autel. Rappelez-vous la naissance traumatisante de Margaret Beaufort. Rappelez-vous Isabella de Val, pleurant dans une mer dans une langue que personne autour de lui ne comprenait. N'oubliez pas que derrière chaque couronne était un enfant effrayé vendu par le système, qui ne l'a apprécié que parce que son corps pouvait donner. Ces reines méritent de se souvenir non seulement comme des personnalités politiques ou des notes historiques, mais comme des personnes qui ont subi des blessures inimaginables avec le pouvoir de l'esprit, ce qui devrait nous inspirer tous. Leur crainte pour la nuit des noces était pleinement justifiée. Et leur courage face à ces peurs nous rappelle que même dans les chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, l'esprit humain trouve des moyens de survivre.